Depuis plusieurs décennies, la courbe de consommation des somnifères augmente drastiquement, avec des durées toujours plus longues de consommation qui commencent chez des personnes toujours plus jeunes. Pourtant, en parallèle, les médecins sont de plus en plus qualifiés, car la médecine est soumise à la loi de Moore, signifiant en substance que la connaissance double sur des périodes de temps toujours plus courtes, nous permettant donc de développer des technologies et des solutions toujours plus rapidement. En médecine, on estime que le temps nécessaire pour pouvoir doubler nos connaissances était de 7 ans en 1980, de 3 ans et demi en 2010 et de 73 jours en 2020. Alors, comment expliquer cette incohérence? J'ai décidé de mener mon enquête là où tout a commencé, à une époque où l'insomnie avait pris un tournant décisif au sein de la population mondiale, histoire de mieux comprendre quels facteurs avaient dégradé votre sommeil. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, selon Thomas Piketty, 50% de la population ne possédait que 2% du patrimoine français, alors que les 10% les plus riches, eux, se partageaient les 84% restants. Or, aujourd'hui, avec les études scientifiques, on peut se mettre dans la peau de nos arrière-grands-parents afin de comprendre ce qu'ils vivaient. Déjà, sachez que le simple fait d'être pauvre a un impact considérable sur la qualité de votre sommeil. Prenons un exemple basé sur un pays où les inégalités économiques sont quasiment aussi présentes qu'en France dans les années 1900. À savoir les États-Unis. Selon une étude de 2011 réalisée aux États-Unis sur un échantillon de plus de 160 000 personnes de différentes ethnies, un statut socio-économique inférieur était associé à des taux plus élevés de plaintes liées au sommeil. Et ce, peu importe l'ethnie. Dans une autre étude réalisée sur plus de 110 000 personnes, il est clairement mentionné, qu'en ce qui concerne les variables socio-économiques, que moins de sommeil est associé à un plus grand nombre d'heures de travail, et un sommeil trop long ou trop court est associé à un niveau d'éducation ou de revenus moins élevé. D'ailleurs, le travail de l'époque, parlons-en. Avant juillet 1906, il n'y avait aucun jour de repos hebdomadaire, et le nombre d'heures minimum légal était de 77 heures par semaine. On parlait de minimum légal, donc bien évidemment qu'il y avait des abus, poussant certains employés à travailler jusqu'à 120 heures par semaine, sous peine de licenciement. Or, voici ce que l'on sait aujourd'hui sur l'impact d'un tel nombre d'heures de travail, avec l'exemple du Japon. Au Japon, les horaires de travail sont équivalents à nos arrière-grands-parents de 1906, avec des conditions bien plus agréables malgré tout. Et donc, une étude portant sur plus de 1200 Japonais, l'étude a rapporté que presque tous les résidents dormaient moins de 7 heures, et que ceux qui travaillaient plus de 80 heures par semaine dormaient en moyenne 5,67 heures par nuit. Également, une étude de 2009 a montré que le fait de travailler 55 heures plutôt que 35 ou 40 heures par semaine était lié à des troubles du sommeil, avec 3,24 fois plus de chances d'avoir un sommeil réduit, 6,66 fois plus de chances pour avoir des difficultés à s'endormir et 2,23 fois plus de chances d'avoir des réveils matinaux précoces. Et tout ça pourquoi? Pour des revenus de misère. Si votre arrière-grand-mère était femme de ménage et que votre arrière-grand-père était ouvrier ou employé de bazar, la famille tournait grosso modo à 200 francs par mois. Enlevez à ça la nourriture qui comprenait environ 70% du salaire de la famille et il ne vous restait plus que 60 francs pour vous loger. Sauf que dans la classe populaire et moyenne, le prix des logements allait de 100 francs par mois pour 5 pièces, cuisine comprise. Donc soit les enfants travaillaient, soit la famille vivait en colocation avec d'autres familles ouvrières qui étaient dans la même galère qu'elle. Et à ce propos, l'enquête sanitaire urbaine à Paris en 1900 disait: il existe à Paris un grand nombre de personnes qui vivent dans des logements beaucoup trop étroits, sans même parler des malheureux qui vivent dans des garnis affreux où la même chambre sert à plusieurs dizaines de personnes. Il y a beaucoup de familles d'ouvriers et d'ouvriers aisés où père, mère, garçon et filles vivent dans la même pièce, et il est aisé de deviner les conséquences d'un tel entassement au point de vue d'hygiène et de la morale. En 1904, le règlement sanitaire de Paris fixait la surface minimale habitable de 9 mètres carrés. Il n'y avait pas de réseau de distribution d'eau potable à domicile, de WC, de douche ou même de baignoire. De plus, les logements étaient mal isolés et quand vous saviez à quel point l'hiver était rude à l'époque, vous imaginez bien que ça avait un impact considérable sur le sommeil. Par exemple, le 10 décembre 1879, la Seine a gelé dû à un pic de température négative qui avait atteint les 23,9 degrés Celsius. Sauf qu'à cette époque-là, 90% des habitants n'avaient pas de chauffage électrique, donc les très pauvres n'avaient même pas de cheminée. Les autres classes ouvrières avaient une ou plusieurs cheminées dans leur maison, ce qui chauffait beaucoup juste devant le feu, mais très peu à mesure qu'on s'écartait. Et il y a la graisse corporelle à prendre en compte également, puisque nos arrière-grands-parents n'avaient pas autant de luxe que nous pour pouvoir accéder à la nourriture à un prix si réduit, et de ce fait, ils étaient moins protégés du froid. Et pour avoir suffisamment de graisse corporelle, il va falloir attendre jusque dans les années 70 pour que le surpoids arrive en France, avec à l'heure actuelle 20% d'obèses et 50% de personnes en surpoids en France. Mais il en va de même pour l'inconfort du sommeil lié à la chaleur. À Paris, en juillet 1911, la température atteint les 40 degrés Celsius à l'ombre. Or, les logements n'avaient pas de climatiseur, comme 75% des Français à l'heure actuelle, je vous l'accorde, avec des clims présents dans nos locaux et 2 jours de week-end par semaine pour pouvoir se reposer, qui eux travaillaient 11 heures par jour,
sans clim et avec un jour de repos hebdomadaire par semaine. Pourtant, une étude de 2023 montre que la température idéale se situe entre 20 et 25 degrés Celsius, et il est montré dans une autre étude de 2020 menée sur plus de 3,75 millions de personnes qu'au-delà de cette température, à chaque degré supplémentaire, votre qualité de sommeil diminue drastiquement. Alors bien évidemment, avec une telle chaleur, nos arrière-grands-parents avaient envie d'ouvrir la fenêtre pour pouvoir aérer. Or, à l'extérieur, l'odeur était pestilentielle. Pourquoi? Parce que dans les rues de Paris, à cette époque, il y avait plus de 80 000 chevaux qui tractaient les omnibus, ce qui créait des bouchons tous les matins. Résultat des courses, toutes les heures, les chevaux déposaient 7 à 10 crottins qui fermentaient au soleil. Cela attire les mouches et empoisonnait l'atmosphère de gaz méthane libéré par la fermentation. En conséquence de cela, selon le Figaro, les Parisiens de l'époque n'hésitaient pas à parler de danger pour la respiration ou encore de parfums pernicieux. Et donc, pour pallier ce problème, nos ancêtres avaient le même réflexe que nous, se plonger la tête sous les draps ou sous l'oreiller pour ne pas avoir à subir cette odeur pestilentielle. Or, une étude de 2023 informe que le fait de dormir avec la tête sous les couvertures ou le coussin augmente notre taux de réinhalation de notre propre gaz excrété par la bouche de plus de 60%, ce qui peut donc créer des conditions d'hypoxie. Ce qu'il faut savoir également, c'est que nos arrière-grands-parents étaient exposés à l'humidité autant en hiver qu'en été, comme en témoignait Georges Montaron qui disait: dans les habitations appartenant à la classe populaire, la majorité des parquets s'enfonçaient, les plafonds suintaient, le plâtre s'écaillait et les murs montraient des pourritures humides. Or, si les murs présentent des fissures, même très fines, voire invisibles à l'œil nu, cela va faciliter l'infiltration d'eau et entraîner de l'humidité intérieure. Alors quand la classe populaire, qui correspondait à 50%, avait des habitations dans un état tel que le décrivait Georges Montaron, vous vous doutez bien que l'humidité était évidemment au plus haut. Or, il est démontré que l'exposition à l'humidité et aux moisissures à la maison était associée à une augmentation de difficulté à s'endormir rapidement, d'insomnie, de réveils matinaux précoces, ainsi que de ronflements. On sait aujourd'hui que l'humidité idéale se situe entre 50 et 55%. Mais si le taux d'humidité est inférieur à 40%, les virus en suspension tels que la grippe restent infectieux jusqu'à 5 fois plus longtemps. De plus, un air sec favorise la toux, l'asthme, les ronflements et les éternuements. En revanche, si l'humidité est supérieure à 55%, la durée et le rythme de reproduction des bactéries et des acariens augmentent drastiquement. De plus, il y aura également une libération des composés organiques volatiles favorisant l'asthme. Et à propos de tout ça, entre 1905 et 1911, une vaste enquête sanitaire urbaine a été menée à Paris afin d'identifier les logements qui avaient les niveaux d'hygiène les plus bas et susceptibles de développer la propagation de tuberculose. Et donc, le résultat, c'est que sur plus de 217 000 chambres, il a été constaté que plus de 11 700, soit 5%, étaient absolument privés d'air et de lumière. Toujours à cette date, deux polluants majeurs ont atteint leur pic le plus important, le charbon et l'acier. Avec une production annuelle de 40 000 tonnes de fonte dégageant des poussières métalliques partout dans l'air, tout comme le charbon, cela a été responsable de la création de l'immense smog parisien de l'époque. Ce smog rentrait dans les poumons des habitants, puis intoxiquait leur sommeil, et arrivait également via un autre chemin à se glisser dans leurs aliments pour pouvoir les intoxiquer davantage. En fait, le charbon rejeté dans l'air produit du mercure inorganique, un métal dont le corps n'a pas besoin. Le mercure présent dans l'atmosphère contamine les réserves en eau, les bactéries présentes dans l'eau transforment le mercure inorganique en mercure organique, qu'on appelle également méthylmercure, et ensuite ils sont donc consommés par les animaux qui se le refilent d'espèce en espèce jusqu'à atterrir dans nos assiettes. Pourtant, on sait aujourd'hui que l'impact des métaux lourds a une incidence considérable et surtout avait une incidence considérable sur nos arrière-grands-parents. Une étude de 2019 réalisée sur des soudeurs a montré que 67,5% d'entre eux avaient une mauvaise qualité de sommeil. Une autre étude de 2015, faite sur plus de 1400 enfants, a montré que des niveaux élevés de plomb dans le sang durant la petite enfance étaient associés à un risque élevé de troubles du sommeil, au point de devoir consommer des somnifères durant l'enfance. Bon, maintenant qu'on a parlé de météo, d'hygiène sanitaire, de pollution atmosphérique, on va parler de pollution lumineuse qui a été créée en 1879 par Thomas Edison, qui n'avait qu'un seul objectif en tête: détruire votre sommeil grâce à la lumière, car il pensait que le sommeil était une drogue et qu'il fallait l'éviter le plus possible pour pouvoir laisser place à la productivité. Il commença à la commercialiser en France dans les années 1890, mais à l'époque c'était trop cher pour le grand public et l'électricité n'était pas disponible partout. Mais 10 ans plus tard, elle a été mise en avant lors de l'exposition universelle de Paris et coûtait 15 francs. Bien évidemment, il fallait ajouter à cela le coût de l'électricité qui était de 4 francs par ampoule et par heure. En 1912, notre monsieur Edison français, monsieur Georges Claude, a créé le premier néon publicitaire
positionnée sur les toits de Paris. Une nouvelle source de luminosité artificielle, encore plus stimulante, s'ajoute aux lampes incandescentes, déréglant encore plus le rythme circadien. D'ailleurs, cette invention a inspiré de grands mafieux italiens très connus à l'époque, qui ont utilisé les néons à grande échelle pour créer une ville très connue qui s'appelle Las Vegas. Pendant la première quinzaine des 30 Glorieuses, la plupart des problèmes de sommeil primaires ont été résolus. Mais à partir des années 1960, des bombes à retardement du sommeil se mettent en place et se cumulent, déréglant à jamais notre cycle du sommeil. 1960, première pollution lumineuse, ce sont les postes de télévision. Ils poussent la population à rester scotchée devant les écrans, largement après la tombée de la nuit, même si cela reste limité jusque dans les années 1980, où là vous aviez le choix de 6 programmes TV allant jusqu'à minuit pour certains. Or vous le savez, plus vous êtes devant la télévision, plus vous êtes inactif, et plus vous êtes inactif, plus vos risques d'insomnie sont élevés. Parallèlement à ça, les premiers fast-food pointent le bout de leur nez et s'étendront en masse au fil des années. Or, vous le savez, la malbouffe est directement corrélée aux troubles du sommeil. 1970, deuxième pollution, les boîtes de nuit qui se démocratisent, déréglant encore davantage notre cycle de sommeil naturel. 1985, troisième pollution lumineuse avec les consoles de jeux de salon, créant un tournant majeur dans le dérèglement du cycle veille-sommeil en supprimant la limite de temps liée aux écrans. Plus d'horaire limite comme dans les cybercafés, et plus de limite de temps non plus pour les programmes TV. C'est le premier mode de divertissement à temps illimité de l'histoire. À partir de cette date, si vous ne vous armez pas de discipline, la distraction prendra le dessus. 1989, quatrième pollution avec le lancement des Game Boy, qui, tout comme les consoles de salon, sont utilisables à temps illimité. Le petit plus, bien évidemment, c'est qu'elles sont transportables. 1990, cinquième pollution lumineuse, les ordinateurs. Dès lors, toute la famille sera absorbée par les écrans. Les parents par la télévision, pour des soucis de divertissement, et l'ordinateur pour les usages professionnels. Puis les enfants par la télévision et les consoles seulement, car à cette époque, les ordinateurs n'étaient pas couramment utilisés pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. En 2000, sixième pollution lumineuse, les téléphones mobiles. En 2000, il n'y a que 12% des personnes qui sont propriétaires de téléphones mobiles, mais en 2003, les propriétaires auront quasiment doublé. Puis 7 ans plus tard, en 2007, c'est la démocratisation des réseaux sociaux. Le mode addiction vient de s'ajouter au smartphone. À l'époque, personne n'aurait pu croire que les réseaux sociaux auraient causé de tels troubles du sommeil au sein de la population. Pourtant, en 2024, l'IFOP indique qu'en France, 81% des personnes utilisent leur téléphone juste avant de dormir. Même en additionnant le nombre de personnes qui consomment régulièrement de la cocaïne, du tabac, du cannabis ou de l'alcool, ce qui représente quand même 24,6 millions de personnes en France, on n'atteint pas le chiffre record de consommation régulière qu'a réussi à atteindre le smartphone à l'aide des réseaux sociaux, qui est quand même de 55 millions de personnes. En conclusion, nos grands-parents ont réussi à régler les problèmes primaires du sommeil liés à nos arrière-grands-parents pour pouvoir nous offrir un avenir meilleur. Mais en retour, on se comporte comme des gamins qui manquent de discipline, tuant ainsi l'équilibre entre la technologie et le sommeil, ce qui est clairement en train de causer notre perte. Pourtant, aujourd'hui, nous avons tous les outils à notre disposition pour pouvoir jouir à un sommeil de qualité, mais peu de personnes ont le temps ou prennent le temps d'aller chercher ces outils. Et lorsqu'elles ont connaissance de ces outils, peu de personnes ont la discipline de les appliquer.